Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Tout de suite, voici les titres à la une de l'actualité ce mardi. Massacre de Ngarbou, les organisations de défense des droits de l'homme et l'ONU mettent la pression sur le gouvernement camerounais. Elles réclament justice et vérité autour de cette affaire. La conférence de presse de mise au point reste attendue. Les détails dans ce 19h50. Après avoir obtenu les voix, ils ont élu à leur tour l'exécutif municipal. Ce mardi était jour de session de plein droit pour certaines communes du pays. Les visages et noms des nouvelles édiles sont donc connus depuis quelques instants. L'artiste musicien Toumba Minka s'est éteint hier soir en France. L'interprète du titre à succès « L'homme est mauvais » a succombé à un concert. Dans ce journal, les témoignages de ses proches. Chan 2020, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, en visite à Douala. Lui et sa délégation ont sillonné les sites d'hébergement et les stades qui accueilleront la compétition. Les staffs techniques et administratifs des équipes logées dans les groupes B et C ont également effectué ce tour de reconnaissance. Bienvenue à tous. Nous commençons ce journal en reparlant de l'attaque de Ngarbou dans le nord-ouest. Place à l'avalanche de communiqués. En l'espace de 24 heures, 3 communiqués de la défense, de l'ONU et de United Nations Human Rights. Économie de ces sorties avec Lil Piedjou, Giovanni Temdier et Joseph Fapon. Que s'est-il réellement passé à Ngarbou dans le nord-ouest le 14 février dernier? Une énigme que chacun tente d'élucider à travers des communiqués. D'abord, celui de l'Organisation des Nations Unies. Son secrétaire général se dit préoccupé par des informations selon lesquelles des civils, y compris des enfants, auraient été tués lors d'une attaque. Elle présente ses condoléances aux familles et appelle le gouvernement à ouvrir une enquête. Antonio Guterres va plus loin et appelle les partis armés à s'abstenir de toute attaque contre civils et à respecter les droits de l'homme. Ensuite, ce communiqué signé de Joseph Betty Assoman, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, dément formellement ces grotesques allégations et parle d'un malheureux montage sur les opérations de sécurisation en cours qui ont fait 5 victimes dont une femme et 4 enfants. Bien loin de ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, des publications mal intentionnées qui, selon le MINDEF, tentent de dépeindre les forces de défense et de sécurité. Enfin, cette note de presse sur le Cameroun rendue publique ce jour par United Nations Human Rights. Cette organisation parle d'épisodes choquants de la crise actuelle qui affecte le nord-ouest et le sud-ouest depuis bientôt 3 ans et demande au gouvernement, après leur propre enquête sur le terrain, à veiller à ce que les forces de sécurité respectent les normes applicables du droit international pendant les conduites de leurs opérations et rappelle aux groupes séparatistes armés leurs responsabilités en vertu du droit international et à s'abstenir d'attaques délibérées contre les civils. Toujours au sujet de l'assassinat de ces citoyens à Ngarbou le 14 février, une conférence de presse du ministre de la Communication annoncée à plusieurs reprises n'a toujours pas eu lieu. La stratégie de communication du gouvernement est critiquée. L'ONU appelle à l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet incident. Brand Kamga, Serge Alain Zibou pour les précisions. Ngarbou, c'est désormais la guerre des chiffres et de la communication. 2 sorties lundi, d'abord du chef de division de la communication, puis du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, qui font état de 7 sécessionnistes neutralisés et 5 civils tués dans le Dongamantoum. De sources suffisamment crédibles et recoupées, nous sommes aujourd'hui à 24 morts dans ce massacre. Des morts mis à l'actif d'un malheureux incident, conséquence collatérale d'une opération de sécurisation, ce qui fâche les organisations de défense des droits de l'homme. Comment peut-on en arriver à classer comme pertes et profits les vies comme ça et qu'après qu'on dise que c'est des dégâts collatéraux? Cette question de dégâts collatéraux minimum, c'est ce qu'on apprend chaque fois. Lundi soir,
Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a fait errer les journalistes jusqu'à plus de 22 heures pour finalement zéro déclaration. Même traitement infligé ce mardi où une conférence de presse au sujet de ce prévu à 10 heures n'a stratégie. Que dans les prochains jours, que véritablement il y ait une véritable communication stratégique, communication de crise menée de façon plus professionnelle par le ministère de la Défense, qui n'est pas encore le cas malheureusement. Pour la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, peu importe les auteurs de ce grave incident, il faut mettre fin à la guerre civile qui inquiète davantage. C'est une guerre civile. On doit être honnête pour dire que le dialogue n'a pas été inclusif. Dans un communiqué publié lundi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle Yaoundé à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ces assassinats de Gabour. Les évêques de l'Église catholique romaine ont également écrit au président Paul Biya, toujours lundi, l'invitant à ouvrir un véritable dialogue inclusif pour mettre fin à la crise anglophone. Merci à vous, Brand Kamga. Il est important de noter à votre suite que la presse est une fois de plus massée à la salle de conférence du ministère de la Communication en ce moment même. La sortie médiatique de René Emmanuel Sadi devrait, selon toute vraisemblance, avoir lieu ce soir finalement. Et nous ouvrons actuellement la page consacrée aux législatives et municipales 2020. Après 12 ans, Paul Erikigné reprend le fauteuil de maire à la commune de Njombe-Penja. Lors de la session de plein droit, une majorité de conseillers ont donné leur voix en sa faveur. La population se dit curieuse et enthousiaste de voir les premiers résultats. Les précisions, c'est avec Vanessa Melakamden et Luciano Doudoujakou. Le maire Paul Erikigné est de retour à Njombe-Penja. Après 12 années d'absence, il est élu à 31 voix sur 24 au cours de la session de plein droit des conseillers municipaux tenue au lendemain des élections du 9 février dernier. Le président national du MPCN a pour adjoint 4 camarades de parti votés à 24 voix sur 35. Une configuration qui rassure le nouveau maire quant à la réalisation des projets qu'il a pour cet arrondissement. Beaucoup de choses ont été dites sur ma personne et beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Et aujourd'hui, bon, voilà, vous retrouvez une commune que vous avez quittée il y a 13 ans. Le leitmotiv de ma campagne était « c'est le moment ». Maintenant, c'est le moment de travailler. Les résistances populaires vont s'arrêter. La session de plein droit du conseil municipal est présidée par le sous-préfet. Le bureau est composé du maire sortant ainsi que du plus jeune et du doyen des conseillers municipaux. Tous semblent satisfaits du déroulement des travaux. Le droit a été appliqué, le maire a été élu, les adjoints également, tout s'est passé dans le strict respect de la réglementation en vigueur. La population, elle célèbre le retour du maire fugace tout en soumettant des doléances. Cette équipe est venue avec des ambitions. Je ne peux que les féliciter pour avoir été élus et les encourager à réaliser leurs ambitions. Une fois la session de plein droit terminée, le nouveau maire s'est mis immédiatement au travail en tenant une réunion pour rappeler à tous les conseillers municipaux les défis qui sont désormais les leurs. D'autres communes connaissent déjà leur édile depuis ce mardi. René Kamdoum est le nouveau maire de Bamenjou, candidat à sa propre succession, et il remporte par 20 voix le siège. Pendant ce temps, à Mandjo, Ekolo Téclair est désormais à la tête de la municipalité avec 18 voix contre 17 pour Basile Kolo. Dans l'extrême nord, à Kolofata, Lamine Boukar est réélu. À Ouaza, le maire sortant, Ibrahim Mohamed, lui aussi garde son fauteuil. Les communes de Dizangué, Dibamba, Gambé, Ndom et Pouma ont aussi leur nouvel exécutif. Sont élus maires Minka Wanda Ideverde pour Dizangué, Djekakal Manfred pour la Dibamba, Bimaï Simon Pierre Ngambé, Batoum René Ndom, Ngwetot Ngwe et Ngo Mwa à Pouma.
Et la suite de l'actualité, c'est avec le calendrier de l'élection des maires et c'est en direct de la capitale Yaoundé où nous retrouvons Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir. Aimé Catherine Moukouri, bonsoir à tous. Et effectivement, ce mardi marquait dans certains cas le début des élections des maires et adjoints. À Djobé-Pédia, par exemple, vous l'avez entendu, le maire est connu. Cela dit, les élections vont se poursuivre mardi 25 février prochain. De quoi se demander pourquoi les uns ce mardi et les autres le mardi suivant. Ghislain Pierre-Essonneau. Escale importante, c'est 18 février 2020. Dans le marathon des élections locales au Cameroun, les premiers maires et adjoints sont connus. Là où cela s'est passé, c'est précisément où les commissions communales de supervision de vote avaient rendu leur copie le lundi 10 février 2020. Le lendemain devait donc être le premier mardi et ce 18 février 2020 est le deuxième, légalement prévu, pour la session de plein droit. La loi de 2012 portant code électoral l'indique à suffisance. Autant le dire, les résultats proclamés laissent libre cours, certes au contentieux, mais rarement on annule ceci. C'est d'autant plus que les représentants des partis politiques engagés agréent les procès-verbaux à quelques exceptions près en termes de refus de signer. Ce qui est évident, c'est la contestation de prorata à l'intérieur des conseils municipaux qui sont habités par plusieurs partis politiques. Et dans ce cas, on peut rectifier le conseil de plein droit. Mais jusque-là, le contentieux ne se veut pas suspensif en vertu de la continuité du service public que même le tribunal administratif et le conseil constitutionnel ignorent. Ce qui n'est pas le cas pour les législatives, du moment où les commissions départementales ont proclamé les résultats, reste au conseil constitutionnel de consolider les dits résultats pour leur donner une force légale. Cela sera fait ou plus tard, le 29 février de l'an de grâce. Et pendant ce temps, le Conseil électoral a tenu sa 7e session de plein droit. Ce jour, à Yaoundé, l'occasion a été donnée au président du Conseil de faire le point sur le déroulement global des élections législatives et municipales du 9 février dernier. Et c'est un constat satisfaisant qu'a dressé Eno Abrams Egbe face à la presse. Il a félicité entre autres les Camerounais qui se sont rendus aux urnes dans le calme et la sérénité, le déploiement des forces de sécurité, le maintien de l'ordre dans les circonscriptions électorales du territoire national. Je vous propose un extrait de ces propos enregistrés par Samuel Bonis. On peut se féliciter de ce que les candidats tout au long de la campagne électorale se soient conduits de manière responsable et civique, focalisant leurs énergies sur la proposition de leur programme et projets politiques tout aussi pertinents les uns que les autres, prêchant partout avant tout la paix et la cohésion sociale. Grâce à la sagacité de ces acteurs majeurs, nous avons vécu une campagne électorale digne d'une démocratie en ébullition. Et nous ne pouvons qu'en être fiers. De meilleurs jours sont à venir. Il suffit d'investir davantage de soi en participant activement et dans le fair play. En outre, je voudrais saluer et féliciter l'implication et le rôle des organisations de la société civile ainsi que des organismes nationaux et internationaux qui se sont véritablement déployés sur le terrain durant la campagne électorale et dans les bureaux de vote le jour du scrutin à travers les missions d'observation électorale accréditées. L'actualité également, nous vous l'annoncions hier, le chanteur Touba Minka est mort hier soir à l'hôpital de Melun-Sénart en France. L'auteur du titre à succès « L'homme est mauvais » a succombé à un cancer. Retrouvons notre correspondant en France, Eric Golf Quatiou, devant l'hôpital Melun-Sénart. Bonsoir Eric. L'artiste Touba Minka avait été victime d'un malaise. C'est ainsi qu'il est aussitôt évacué en France par sa famille. Et c'est ici, à l'hôpital Melun, en banlieue parisienne, qu'il a été admis. Une fois hospitalisé, les médecins ont découvert que l'auteur de L'homme est mauvais était atteint d'un cancer très avancé. Après 3 semaines d'hospitalisation, Touba Minka est décédé hier soir à 20h, entouré des siens. Sa nièce que j'ai rencontrée ce matin m'a confié que Touba Minka avait donné des consignes strictes à sa famille et ses quelques amis qui venaient le voir.
Il ne fallait surtout pas divulguer les informations sur son état de santé car il voulait partir dans la dignité et la discrétion. Très tôt ce matin, on a vu quelques proches du chanteur, quelques artistes et animateurs se rendre au chevet de Toumba Mika et de sa famille. Je vous propose de les écouter. Je vais vous dire quoi? Je ne sais pas. Je suis là, je regarde aussi comme vous. Tout le monde m'a caché. Jusqu'à la dernière minute. La dame m'a appelé hier pour le concert du 7. Qu'est-ce que je vais dire? Que son âme se repose en paix. Toutes ces chansons, tous ces albums, c'est moi qui faisais seul les chœurs. Et on était vraiment fusionnels, on s'appelait trop. J'ai été au courant du deuil hier soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste qu'il repose en paix. C'est vraiment une grosse perte. C'est la mort maintenant, on ne sait plus quoi. Toumba Mika tire dans sa révérence, mais son œuvre musicale vivra à jamais. Eric Goff, il faut dire également que son départ est une grosse perte pour le milieu artistique en général et surtout sa famille nucléaire en particulier. Nos reporters se sont rendus à son domicile familial au quartier Vogada, ici à Yaoundé. Ils ont rencontré le frère cadet de l'artiste. Je vous propose de suivre cet élément de Delphine Foncoutene et Michel Foucault. La douleur est profonde, la nouvelle bouleversante. Tout le monde est effondré, tout le monde est effondré. Toumba Mika a cassé son micro et rangé sa guitare. Ses proches n'en reviennent pas. C'est celui qui venait m'annoncer même ce deuil, il fallait porter avec lui. J'ai eu du mal à entendre cela. Oui, ça m'a fait très mal. L'auteur du titre à succès, L'homme est mauvais, a effectivement quitté la scène hier soir à Paris des suites de maladie. L'artiste, musicien et bassiste, présent il y a près d'un mois au Cameroun, n'était visiblement pas bien portant. Je lui demande, mais pourquoi tu as pris du poids comme ça? Il me dit, oh, mets-moi seulement en prière. La prière n'a pas reçu les ossements du Dieu très haut, qui a décidé autrement pour le chanteur, né en juin 1961, troisième d'une fratrie de 7 enfants. Son sourire illumine la maison familiale de Mvokada à Yaoundé, berceau de son enfance. Chaises installées ça et là, battant du portail ouvert, le décor est d'ores et déjà planté pour des recueillements en mémoire de cet artiste, à la voix et au rythme musical unique. Ses qualités sont désormais gardées en souvenir. Très disponible. Il était disponible pour les autres. Il comprend nos problèmes et puis il essaie de faire un effort pour nous, il était un père. C'est le premier homme de la famille, on l'appelle le père. Il était disponible pour tout le monde. C'était un gars très paquillant, souriant, beaucoup blagueur. C'était un garçon très très gentil. Toumba Mika quitte la scène alors qu'il était attendu le 7 mars prochain à Paris pour prester à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Il ne le fera plus. Parlons de toute autre chose à présent, le ministère de la Santé publique et le Bureau national de l'État civil en parfaite symbiose pour faciliter le processus d'accès aux actes de naissance en faveur des enfants. Les représentants des deux institutions ont paraphé ce 18 février à Yaoundé le mémorandum d'entente y relatif, un accord qui arrive au moment où au Cameroun il y a encore des enfants sans acte de naissance. Karel Mezatachouya et Lungbodo. Une naissance vivante doit être une naissance enregistrée et donc un acte de naissance. C'est une recommandation des Nations Unies. Recommandation qui n'est pas respectée dans certaines régions du Cameroun, notamment à l'est et dans le septentrion. Sur le terrain, si vous y allez, il y a des régions aujourd'hui où on a juste une naissance sur 2 qui est enregistrée. Et ça, ce n'est pas acceptable dans un pays qui veut capturer, n'est-ce pas, son dividende démographique, qui veut offrir un avenir à ses enfants. Le mémorandum d'entente que signe le ministre de la Santé publique et le directeur général du Bureau national de l'État civil va changer la donne pour de meilleurs résultats. Le BNEC pourra assurer, n'est-ce pas, la formation des acteurs, des officiers d'état civil
la sensibilisation, n'est-ce pas, du personnel de la santé sur l'importance de l'enregistrement des enfants. Une étape importante que vient de franchir le pays. L'UNICEF a également joué sa partition dans cette synergie d'action entre la santé publique et l'état civil. Si les enfants qui naissent dans toutes les formations sanitaires bénéficient d'un acte de naissance, c'est gagnant pour le système d'enregistrement des naissances. Si la population et particulièrement les parents sont au courant du fait que systématiquement les enfants qui naissent dans des infrastructures sanitaires vont bénéficier de cet acte de naissance gratuitement, puisque c'est la loi, ça peut encourager davantage de mamans à venir bénéficier des services de santé et notamment des accouchements faits par du personnel qualifié. Un espoir de voir l'ensemble des enfants qui naissent au Cameroun dans un futur relativement proche bénéficier de ce passeport pour la vie. Et la suite de ce journal, c'est à Douala avec vous, Aimé Catherine Mokouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. À votre suite, on parle des listes de la diversité. C'est le nom de la cérémonie de récompense à venir au mois de mai à Yaoundé. Il sera question de couronner les personnalités et les entreprises qui font la différence dans divers secteurs d'activité. Une conférence de presse a eu lieu ce matin à Douala, suivie par Yasser Trésor-Tano. Une journée nationale de la diversité culturelle, du vivre ensemble pour une cohésion totale au Cameroun. C'est le but recherché par Diversité Média Culture, abrégé DMC, lors du point de presse de ce jour à Douala. Les organisateurs précisent les raisons de la tenue prochaine d'un tel événement à Yaoundé. Mais ça ferait du bien au Cameroun, mais parce que les compétences se trouvent partout, il faut donc briser les barrières. Et ce concept-là, pour moi, c'est un concept suffisamment accélérateur des chartes de diversité dans les entreprises. Des personnalités seront primées lors du gala de récompense baptisé les listes de la diversité. Les entreprises aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, n'intègrent pas la diversité dans leur stratégie, dans leur politique de management ou de gouvernance. À partir du moment où nous on va détecter ces entreprises-là, eh bien peut-être que ces entreprises vont se constituer ambassadrices de la diversité au Cameroun et ça permettra justement à ce pays-là de vivre autrement, d'avoir un souffle nouveau. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés et les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes jusqu'en avril. Toi qui penses être capable de justifier ton côté divers sur le plan culturel, on vous demande de taper le mail, autant pour moi, jury@gmail.com. L'événement Les listes de la diversité compte s'inscrire dans la durée et donnera le top 30 des personnalités ayant marqué l'année 2019, chacune dans son domaine. Ouvrons à présent la page des sports de ce journal. Le coup d'envoi de la première édition du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, réservé aux joueuses de moins de 17 ans, a été donné ce mardi à l'Estadio des Ebibéines par le ministre des Sports de la Guinée équatoriale. Le match d'ouverture a vu la victoire des Équato-Guinéennes sur les Gabonaises, 2-1. Une compétition où le Cameroun a déclaré forfait pour des raisons bien précises. L'éclairage, c'est avec Marc-Lionel Chouamot qui est en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale vient de remporter le match d'ouverture de sa compétition, la première édition du tournoi de l'UNIFAC Dames U17. Après les grandes annonces du comité exécutif de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, eh bien, le travail vient de commencer ici en Guinée équatoriale, à l'Estadio des Ebibéines, où la sélection équato-guinéenne des moins de 17 ans dames vient de l'emporter face au Gabon sur le score de 2-1. Une rencontre qui a d'abord débuté par justement cette cérémonie d'ouverture. Après, il y avait donc cette belle prestation des artistes. Le public qui a répondu présent dans cette arène. On compte près de 700 supporters venus acclamer ces jeunes filles de moins de 17 ans, que ce soit côté équato-guinéen ou bien côté gabonais. Ouais, très content de notre prestation. Nous sommes vraiment ravis après tout ce qu'on a pu faire comme travail. Je suis vraiment contente de mes coéquipiers et le travail qu'elles ont abouti sur le terrain. Quand on commence une compétition, le souhait de tout un entraîneur, c'est de gagner le premier match. Et la plus longue distance commence par le premier pas. Et c'est que nous avons commencé à emboîter. On est arrivé ici en 2 délégations. Dans la deuxième, avec quelques joueuses, nous n'avons pas pu nous rejoindre pour
des démarches administratives. C'est la raison pour laquelle le sélectionneur également aussi n'est pas arrivé. Il voulait être sûr que les documents des filles allaient sortir à temps. La suite de la compétition prévoit une seconde journée dans 2 jours, mais on rappelle qu'il y a 5 équipes en compétition. Le Cameroun et Sao Tomé sont en forfait pour des raisons bien connues, puisque les 2 sélections vont prendre part la semaine prochaine aux éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie. Donc ils ont donc décidé de faire impasse sur cette compétition. Le Congo-Brazza est abonné absent, donc il y a 5 nations représentées, la Guinée équatoriale, le Gabon, la formation de la RD Congo, le Tchad, et bien sûr la RCA. Depuis le stade de Ebébéine en Guinée équatoriale, Marc Chouamo pour Canada International. Merci à vous Marc Lionel Chouamo. On parle à présent d'une autre compétition, CHAN 2020. Les poules du Togo et de la Libye se familiarisent avec leur stade d'entraînement et leur site d'hébergement, restauration et loisirs. Les représentants des différents pays qui vont compétir à Douala faisaient partie de la délégation de la CAF chapeautée par Ahmad Ahmad, le président de cette institution. Transportée par Camerco, la délégation est repartie à bord du même Boeing il y a 2 heures. Monique Naoussi-Fosso et Henri Chinda nous en disent plus. 9h45, le Boeing de Camerco parti de Yaoundé et à son bord la délégation de la Confédération africaine de football se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. Avec en tête Ahmad Ahmad, accueilli par le gouverneur de la région du littoral et le directeur général de Camerco. Dans les rangs de la délégation figure Samuel Eto'o-Fils. La délégation se répartit en 2. L'une prenant la direction du site Douala-Japoma et l'autre pour le site de Douala-Bépanda. Sur les stades d'entraînement de Bonamoussadi, de Bapelepe et de Bépanda, les vestiaires, les entrées, la texture du gazon sont passés au peigne fin. Les ouvriers, part et d'autre, pour les dernières retouches. Le cap est mis sur les lieux d'hébergement, de restauration et de loisirs. La poule constituée du Togo, de l'Ouganda, du Maroc et du Rwanda se familiarise avec les hôtels qui vont accueillir leurs délégations respectives. Satisfaction générale. Les conditions pour pratiquer un bon football sont là. Donc le stade principal est sincèrement, moi je peux dire que c'est la dernière génération. Surtout moi en tant que technicien, je fais beaucoup attention à la pelouse. La pelouse est magnifique. Il faut dire félicitations au Cameroun. En tout cas en termes d'installation, pour ce que j'ai vu, même les terrains d'entraînement sont très bien réussis. Certes, il y a quelques travaux à finaliser d'ici le jour J. C'est la première participation du Togo. Donc nous apprécions à la juste valeur ce qui a été fait. Donc comme nous disions, il y a encore 1 ou 2 choses à faire. Nous savons que les dispositions seront prises d'ici à là, particulièrement en ce qui concerne nous le Togo, le stade d'entraînement de Bonamoussadi. Il y a encore 1 ou 2 choses à faire. Nous pensons très humblement que il y aura une très belle compétition qui se tiendra, n'est-ce pas, les jours à venir. Douala est le point culminant du CHAN, car il abrite la moitié des sites de la compétition qui démarre le 4 avril prochain. Comme à l'arrivée, la délégation de la CAF reprend les airs pour Yaoundé, transportée par Camerco, l'étoile du Cameroun. Les Lions à Prime connaissent depuis hier leur adversaire du premier tour du championnat d'Afrique des Nations. C'était au bout d'une cérémonie de tirage au sort bien agrémentée qui s'est déroulée au Palais des Sports de Yaoundé, archi-comble, en présence des plus hautes autorités du pays. Retour sur cette cérémonie festive dans ce compte rendu signé Marc Lionel Chouamo et Luciano Diaco. Le Cameroun a sorti le grand jeu pour cette cérémonie de tirage au sort de la 6e édition du CHAN. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé respirait la culture camerounaise. Entre danse, parade, mets culinaires, tout était de sortie. L'entrée du Premier ministre, chef du gouvernement, aux côtés d'Ahmad Ahmad, dans une salle comble, a donné le ton à cette soirée. Salomon Olembe et Stéphane Tato, 2 des légendes du football camerounais, ont eu l'infime honneur de dévoiler les adversaires des 16 nations qualifiées, dont les adversaires du Cameroun. Les Lions à Prime sont logés dans le groupe A en compagnie du Zimbabwe, du Mali et du Burkina Faso.
une poule relevée, selon certains. Ça ne serait pas une poule facile au regard des équipes en présence, notamment le Mali, le Burkina Faso qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est des pays où le championnat local se joue véritablement. Dans le groupe B, on aura droit à un électrique derby entre les deux Congos. Ce sera à Douala, dans la nouvelle enceinte de Japoma. Le comité d'organisation est satisfait du travail abattu à ce premier test avant le CHAN. Au niveau du COCAN, il s'agissait d'un test de la fiabilité, de l'efficacité et de la crédibilité du mécanisme d'organisation mis en place par le décret présidentiel. Ahmad, ses collaborateurs et l'Afrique tout entière ont un aperçu de ce qui les attend lors de cette édition du CHAN qui débute le 4 avril prochain. Les Lions après défieront justement le Zimbabwe en match d'ouverture dans le mythique stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et toujours en sport, la première édition du sport militaire initiée par le ministre de la Défense a été lancée ce mardi. Le personnel des forces de défense et de sécurité de la RMIA 2 s'est prêté aux nombreuses disciplines de la compétition. Junior Rossin et Marius Kossou nous racontent. 700 personnels des forces de défense et de sécurité de l'armée camerounaise marchent sur ce coup de près de 10 km, reliant plusieurs ruelles dans la ville de Douala. C'est l'ouverture d'un bal sportif sur l'ensemble du territoire national, initié par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, Joseph Bétia-Somo. Il s'agit donc d'évaluer ce qui se fait quotidiennement dans les différentes formations, de savoir où on en est, puisque l'objectif est de battre les records nationaux en participant à toutes les disciplines au niveau national. Maintenant, nous sommes affiliés au Conseil international de sport militaire. Il ne s'agit pas d'aller faire piètre figure ou d'attendre le jour d'un événement international. Donc, le ministre a instruit qu'on puisse régulièrement le faire sur toute l'étendue du territoire pour voir où on en est. Au menu de ce sport militaire, le tennis, le football ordinaire et le football militaire féminin. Sur le terrain, les femmes font preuve de courage et de bravoure. Je ne dis plus que la place de la femme, c'est à la cuisine comme avant. C'est avant qu'on disait qu'il y avait les métiers qu'une femme ne pouvait pas faire. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ce qu'un homme fait, une femme peut tout à fait le faire et peut-être même mieux. Cette première édition ici au RMIA 2, coordonnée par le général de brigade aérienne Eba Bété Benoît, vise également à solidifier la relation armée-nation. Je pense aussi que le fait qu'on nous voit faire autre chose que tenir les armes permet bien de confirmer que le Cameroun est dans une bonne mouvance. Armée de l'air, bataillon blindé de reconnaissance, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers, marine nationale, génie militaire et les éléments du poste de commandement de la RMIA 2, tous unis à travers ces différentes disciplines sportives. Autre chose à présent dans ce journal, on s'intéresse à la foire Fomaric. Au-delà des activités de divertissement, Fomaric se positionne comme une plateforme d'échange pour jeunes porteurs de projets. Le séminaire sur le e-commerce a permis de former les jeunes entrepreneurs sur des modules porteurs. Pour le challenge Fomaric, 150 projets ont été sélectionnés. Charles-Robert Hittock et Thierry Guénin. Des activités pour doper les jeunes par rapport à leur avenir et favoriser leur retour à emploi. Fomaric, la foire musicale artistique industrielle du Cameroun, se positionne comme une plateforme d'échange où on peut non seulement se divertir, mais aussi se former à travers des projets porteurs d'avenir. Je pense que c'est une très belle opportunité qu'a donné Fomaric de permettre aux jeunes de venir apprendre de tout ce qui est utilisation du numérique, utilisation des réseaux sociaux pour booster leurs activités. Je sais que Fomaric, d'habitude, c'est la musique, la boisson. Pour ce premier séminaire, vraiment, j'étais touchée parce que d'abord, j'en avais vraiment besoin. Le séminaire de formation sur le e-commerce organisé à Fomaric a permis aux jeunes de découvrir de nouveaux modules tels WhatsApp Business, Business Management et bien d'autres. Nous rentrons en plein dans l'entrepreneuriat jeune pour que nos enfants qui sont là, nos jeunes qui sont là, comme ceux qui viennent d'assister à cette formation,
Une initiative qui connaît un engouement fort des jeunes entrepreneurs arrivés par curiosité mais satisfaits au finish. Lorsqu'on voit l'appréhension des uns et des autres, nous sommes persuadés qu'ils sont arrivés peut-être par curiosité mais ils partent d'ici avec un sentiment de satisfaction. Pour le challenge de Fomaric, plus de 150 projets ont été sélectionnés et seront maturés. Et on aura une session de 3 jours de formation avec les porteurs de projets pour les apprendre comment on pitch un projet, comment on présente un projet, afin qu'ils puissent présenter des meilleurs projets bien montés et bien pitchés au public qui seront présents. Au-delà de l'entrepreneuriat jeune, Fomaric, c'est plusieurs activités de formation telles l'art musical, la danse, le after school et bien d'autres activités. Et c'est la fin de cette édition du 19h50. Une information de dernière minute. On nous annonce des échauffourées sur la nationale numéro 4 après les sessions de plein droit. La session de plein droit où 15 conseillers sur 25 ont pris part. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de l'information. Bonsoir à tous et surtout bonne suite des programmes sur Canal 2 International.